Alors moi, je vais introduire le sujet aujourd'hui en présentant cette génération de prothèses viscoélastiques. Alors je redémarre presque du début, mais on va monter en charge, rassurez-vous. Mais la première chose, c'est remplacer le disque. Le rationnel, c'est on considère qu'on a découvert que le disque fait mal et que c'est le générateur principal de la douleur et c'est lui qu'on veut remplacer. Premier objectif. Et la deuxième chose, le disque, c'est un matériau composite assez spécifique, dessiné sur la droite, et on veut restaurer au plus proche de la physiologie les propriétés mécaniques de ce disque. Donc ça, c'est le double objectif le rationnel de la prothèse discale. Alors, on connaît les prothèses articulées, première génération de prothèses, qui sont des emboîtements de pièces prothétiques. Donc il y a plusieurs modèles proposés avec des principes d'emboîtement et de congruence. Et on peut comparer pour les orthopédistes à la prothèse de hanche pour les emboîtements sphériques, à la prothèse de genou quand il y a un plateau mobile qui fait le lien et donne d'autres degrés de liberté. Donc cette congruence des prothèses articulaires est une première caractéristique. Et puis ce sont des prothèses qui sont basées sur un frottement entre des pièces distinctes. Et donc on a une notion de couple de frottement. Donc les prothèses articulées lombaires et cervicales, alors ici le florilège un peu nous ramène dans les années 80, 90 et jusqu'à 2000 dans les prothèses lombaires. Et puis les prothèses cervicales sont les mêmes miniaturisées, avec un décalage d'une dizaine d'années sur la mise en place par la miniaturisation, mais les principes sont les mêmes. On a des prothèses articulées avec des surfaces de frottement. Et ces prothèses-là, par leur géométrie, elles ont une biomécanique propre avec un emboîtement qui donne 3 degrés de liberté, c'est-à-dire les 3 rotations, et aucune translation pour les prothèses de type emboîtement sphérique, qu'on compare sur la gauche de l'image à celle d'une hanche, par exemple. Et puis des prothèses à 5 degrés de liberté, on a toujours les 3 rotations, mais on a une translation horizontale vers l'avant ou sur le côté, et c'est les prothèses à 5 degrés de liberté que je compare aux genoux. Toutes ces prothèses-là ont en commun d'avoir une cinématique passive, c'est-à-dire que les implants sont des pièces indépendantes et que c'est uniquement les éléments périphériques qui déterminent la mobilité de la prothèse. Elles ont des surfaces de frottement, alors des frottements faibles, puisque les mobilités sont faibles, mais tout de même des frottements. Et le fonctionnement biomécanique intime de la prothèse est réglé par l'emboîtement, et la géométrie des implants nous donne les contraintes biomécaniques et les conflits cinématiques potentiels qui guident le mouvement. Donc la rotation est déterminée par la géométrie des prothèses. Alors les implants élastomériques sont une toute autre philosophie. On a des prothèses qui sont d'un seul morceau. Donc on n'est pas dans des pièces articulées, mais une seule pièce, comme une cage, mais qui serait souple en quelque sorte, ce qui donne une notion de cohésion intervertébrale. On ne peut pas séparer la vertèbre du dessus de la vertèbre du dessous une fois que la prothèse est implantée. Il y a une certaine rigidité en flexion, c'est-à-dire que le côté déformable donne une résistance au mouvement. Donc on n'est pas dans une cinématique passive, mais il y a une résistance propre de l'implant qui a un effet d'une certaine façon stabilisant et qui en tout cas nous ramène à la position neutre si on cesse d'avoir des forces appliquées autour. Ces prothèses ont un 6e degré de liberté, ils nous ramènent plus près du disque physiologique au sens qu'il y a aussi la translation verticale. Et donc ce degré d'amortissement vertical est possible pour les implants élastomériques. Et enfin, et je crois que c'est l'élément principal qui va être largement développé par la suite, le centre de rotation de ces prothèses n'est pas contraint par la géométrie de l'emboîtement, et donc le centre de rotation est libre. C'est-à-dire qu'il va se situer spontanément à l'endroit où il peut se situer. Ce qui donne aussi indirectement pour le chirurgien une part de facilité de pose, puisque le positionnement de l'implant est peut-être moins discriminant que lorsque le centre de rotation doit être placé au centre exact sur une radio de face. Alors les prothèses viscoélastiques à l'heure actuelle, il y a des lombaires et des cervicales, ce sont des publications, je les ai mis en illustration, mais c'est les dates qui comptent. On est sur des publications de 2015, donc c'est la décennie actuelle, précédente, avec toujours pareil, les lombaires en avance et puis les cervicales un peu après, miniatures l'une de l'autre et à développement similaire. Alors les prothèses viscoélastiques lombaires à l'heure actuelle, ce sont 3 implants principalement. Il y a la prothèse Freedom, la prothèse M6L, la prothèse LPESP. Donc les points communs en quelque sorte sont d'avoir des matériaux composites. On a du titane pour l'ancrage sur l'os, et puis on a au milieu un milieu déformable. Alors après les distinctions sont une affaire de procédés de fabrication avec des milieux déformables qui sont à base de polyuréthane et de silicone tressés ou impactés ou moulés sur les parties métalliques.
Les prothèses cervicales, on a 4 prothèses à l'heure actuelle qui sont dans cette technologie et qui sont disponibles. Donc on retrouve les mêmes que les lombaires, c'est-à-dire Freedom M6C et CPESP, qui sont des années 2010, et puis une quatrième qui n'a plus son équivalent lombaire à l'heure actuelle et appartient à cette même famille. Alors l'enjeu de cette famille-là, c'est, on a vu les avantages en quelque sorte potentiels, l'enjeu, c'est la jonction de matériaux de propriétés mécaniques différentes. Et donc les enjeux, ce ne sont pas la tribologie, c'est les interfaces. Les interfaces, d'une part, entre l'os et l'implant. Bon, première interface qu'il faut pouvoir gérer en quelque sorte. Et puis deuxième interface, à l'intérieur de l'implant, interface entre titane et le milieu déformable. Et donc là-dessus, ce côté déformable est traité différemment par les prothèses. Et donc, soit adhésion des matériaux, des fibres tressées ou un moulage avec des limitateurs. Et donc, c'est là un petit peu qu'il y a le cœur du problème à l'heure actuelle. Mais ce qui compte, c'est de comprendre que notre problématique pour faire vivre ces implants et les rendre fiables, c'est les contraintes en compression, les contraintes en cisaillement qu'il faut être capable de maîtriser sur le plan de la fabrication. Alors, on a, pour répondre à ces questions, des études in vitro et des études in vivo. Alors, d'abord les études in vitro, et puis je vais présenter d'abord les lombaires et les cervicales pour respecter un certain plan. Ces prothèses ont été traitées avec des millions de cycles. C'est-à-dire, quand on voit 30 millions de cycles, ça correspond peut-être à 30 années de vie environ d'une prothèse, on peut estimer comme ça. Et on voit que chacune d'entre elles, ces technologies sont relativement mûres parce que l'usure, donc la perte de masse, est modérée. La dégradation de la prothèse est extrêmement modérée dans la précision de la mesure elle-même. Donc on a, et puis certains qui ont pu pousser jusqu'à 40 millions de cycles, donc c'est vraiment des tests poussés à leur maximum dans des conditions défavorables, et on voit des écarts extrêmement faibles en termes de survie de l'implant et de modification de ses caractéristiques. Alors les cervicales ont été allègrement testées aussi, toutes les 4 qui sont présentes actuellement, avec des différentes configuration, le détail n'est pas ici, mais il y a une norme ISO qui est assez sévère et qui permet de rechercher une usure même microscopique. Et on voit qu'il y a très très peu d'usure à ce niveau-là. Donc les études in vitro sont plutôt encourageantes. Les données cliniques que l'on peut avoir sur ces sujets, alors c'est toujours pareil, la clinique, il faut construire des études, s'éloigner éventuellement un peu des promoteurs. Enfin, il y a toujours un retard. Mais on a quand même des données cliniques à 2 ans, 5 ans, jusqu'à 8 ans sur un des papiers. J'ai rassemblé les papiers pour vous ici. Et c'est vrai que ces papiers donnent des résultats cliniques. On a des scores de Svestri, on a une action sur les douleurs. Oui, ce qui va nous intéresser dans le regard aujourd'hui, c'est est-ce que ces implants sont fiables dans le temps. Et aucun de ces papiers rapporte une prothèse qui s'est dégradée ou qu'il a fallu changer pour une dégradation de la prothèse en elle-même. Donc c'est quand même assez rassurant sur la longévité, l'absence de reprise liée à l'implant. En cervical, on a des données plus récentes sur des prothèses plus récentes, mais peut-être en nombre plus important. Le volume cervical est d'emblée beaucoup plus grand, même si le recul est un peu plus petit. Et idem, on n'a pas rapporté de dégradation liée, de reprise liée à une dégradation de l'implant, ce qui est en conditions réelles vraiment, vraiment rassurant. Alors pour conclure, je rappellerai qu'on a présenté le principe de la prothèse viscoélastique qui nous fait passer des prothèses articulées aux prothèses viscoélastiques avec ce principe de biomimétisme, la cohésion intervertébrale, les vertèbres sont solidaires l'une de l'autre, le retour élastique, c'est-à-dire que l'implant a sa propre action sur la biomécanique entre les vertèbres, et puis l'adaptation libre du centre de rotation qui est physiologique, parce que le centre de rotation n'est pas à un endroit précis, mais il se déplace en fonction du mouvement, et donc cette adaptation libre est vérifiée. Et puis, d'un point de vue en clinique, les rapports qui ont été publiés jusqu'à présent montrent que in vitro comme in vivo, on a plutôt un côté fiable et rassurant sur cette deuxième génération qu'on va approfondir aujourd'hui. Voilà, je vous remercie de votre attention.